smashing psychological shocker. Donc c'est un film de Paul Verhoeven, qui est un cinéaste hollandais, qui s'était fait connaître par des films extrêmes, interprétés par l'acteur Rutger Hauer, qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Oui, qui a joué dans Blade Runner. Qui a joué dans Blade Runner, et qui, chez Verhoeven, a donc joué dans ses films hollandais, Le Quatrième Homme notamment, et dans le premier film américain du metteur en scène, La chair et le sang. Chercheriez-vous quelque chose ? Qui était déjà un film ultra violent. D'accord, qui n'est pas très connu, hein, si Il a fait une belle carrière. Il est connu des amateurs, il a moyennement marché aux États-Unis, où la violence assez forte, celle de viol notamment, a dû gêner, pour ne pas dire choquer certains. Ouais. Mais il a son public. Et ensuite, il a réalisé aux États-Unis le fameux Robocop, le premier, par contre, que tout le monde connaît et qui lui aura assuré une véritable gloire. Alors on peut dire que Verhoeven fait pas toujours dans la dentelle, enfin c'est-à-dire que dans la violence et dans le sexe, c'est pas quelqu'un qui se retient. Non. Et ça c'est très intéressant parce que les États-Unis c'est un pays puritain comme tout Absolument. le monde le sait. Et là en l'occurrence il y a des scènes de nu intégrales. Franchement, qui sont assez osées, hein, mais oui. qui sont à l'image du réalisateur. Absolument, on voit notamment le coccyx de Monsieur Douglas. et Sharon Stone, dans une scène qui est restée célèbre, n'hésite pas à jouer de ses charmes. C'est la force de ce metteur en scène. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a dit « Moi, j'aime provoquer ». Ouais, justement, on est vraiment dans la provocation. Et alors vraiment, le film tient en fait sur la présence des deux personnages principaux. Je crois qu'ils ont voulu, que le scénariste Joey Esterhaz et le metteur en scène ont voulu faire un film à deux personnages, même si les autres ont une importance, bien sûr, mais on joue vraiment sur l'antagonisme entre Sharon Stone et Michael Douglas. On peut d'ailleurs regretter, entre parenthèses, que Sharon Stone n'ait pas fait la carrière qu'elle aurait pu faire, puisque par la suite, à part Casino, de Scorsese, on peut pas dire qu'il y ait de... Michael Douglas est très bon aussi, voilà. Oui. Alors lui, on va dire que c'est peut-être plus facile pour lui, parce que il joue un cocaïnomane addict au sexe. Bon, on sait un petit peu ses aventures de la vie réelle. Oui, donc lesquelles, il n'a pas eu à se forcer. Il n'a pas eu à se forcer, voilà, il a laissé son naturel, et puis ça a très bien marché. Bon, voilà. C'était l'époque d'ailleurs où il tournait ce genre de film. Il a fait Harcèlement à la même époque, tu sais, où il était harcelé par Demi Moore. C'était pas lui qui harcelait, là. Donc voilà, donc le film fonctionne vraiment sur ce duo, il est vraiment au niveau de la direction d'acteur, c'est très bien joué, c'est très efficace, bravo, très beau casting, première force du film, et alors l'intrigue. Oui. Alors là, l'intrigue, il y a beaucoup de choses à dire sur l'intrigue. Alors c'est un scénario original, et dire que c'est un scénario original, ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de films dont les histoires se ressemblent, où c'est du connu, du répété, et là, finalement, au point de départ, on a un meurtre. Bon, avec un pic à glace, d'accord, mais enfin, on a quand même un meurtre, et ça va évoluer d'une manière peu commune. Et ce qu'on peut dire, ce qui est vraiment ultra original, c'est que ce genre de film, avec un meurtre au début, il faut trouver qui est l'assassin, bon, c'est du vu, du revu, il y a plein de choses qui sont vues et revues. Oui. Mais alors, partir sur le fait qu'il y ait en tout et pour tout un suspect, et qu'en fait, durant pratiquement les 3/4 du film, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle est coupable ou pas coupable, mais on n'a pas d'autre coupable. Mais je dirais même, Franck, qu'on ne se la pose même pas, on se dit, c'est elle, évidemment, oui. À 90%. Exactement. Le film, je l'ai revu il y a quelques jours, là, je l'avais vu déjà il y a peut-être une dizaine d'années, et je pensais toujours, même en regardant à nouveau le film, qu'elle était coupable. Oui. Donc ça, je trouve que il y a une espèce de génie au niveau scénaristique. Absolument. Une efficacité. Oui, je me permets de dire, puisque tu as dit que tu l'as revu, c'est un des films qu'on peut revoir à l'infini, sans se lasser, même si on connaît le dénouement de l'intrigue. Ah il rentre bien dans notre collection de films, les films qui ne vieilliront jamais. Oui. C'est un film qui n'a pas vieilli, sur plusieurs aspects. Déjà parce que l'histoire, comme dit, elle est toujours aussi percutante, toujours aussi efficace. Et au niveau technique, alors franchement, bravo. La mise en scène, regardez l'utilisation de la ville de San Francisco. Les plans, une ville qui est très photogénique, on connaît, avec les ponts, etc. C'est remarquable. Ce film me fait penser
à du Hitchcock ou du De Palma. Moi, je vois du body double, je vois du sueur froide, il y a des éléments. Oui. Alors, bien sûr, au niveau scénaristique, parce que l'histoire se ressemble un peu, mais aussi sur la force de la mise en scène qui arrive à pousser l'intrigue comme sait le faire un De Palma ou un Hitchcock. Et Sharon Stone est un peu une héroïne hitchcockienne, comme était Kim Novak dans Vertigo, ou Janet Leigh dans Psychose. Le physique un peu à la Marilyn. Déjà, on est déjà effectivement dans ces... On peut dire un mot peut-être de l'accueil aux États-Unis du film. Bien sûr, parce que le film a fait scandale aux États-Unis. Il faut le savoir. Le film a fait scandale. Je trouve que c'est pas immérité. Même en le revoyant, je trouve quand même le film très osé. Et notamment, il n'a pas beaucoup plu au mouvement lesbien. Ouais, alors il faut dire que la relation lesbienne est quand même mise à mal dans le film. Tout à fait. Voilà. Finalement, bien sûr. La pauvre compagne de Sharon Stone va terminer dans des conditions dramatiques et sera un peu le dadon de la farce. Ouais. On n'est pas dans Bound. Ouais, non, on n'est pas dans Bound. Qui était admiré par la même communauté. Je comprends que ça fait tiquer. Oui. Mais encore une fois, voilà, Verhoeven, il y va. Il a vraiment des bollocks, comme on dit. C'est vraiment audacieux. Oui. Alors, pour le côté négatif, parce que moi, comme dit dithyrambique sur l'histoire, dithyrambique sur les personnages, il y a quand même un côté négatif qui fait que le film est quand même connoté quelque part série B. Hein. On ne peut pas dire qu'il rentre dans les classiques du cinéma. Pourquoi ? Parce que on est quand même des fois à la limite du ridicule. Mais la force vraiment de Verhoeven, c'est qu'on ne l'atteint jamais. C'est qu'on fait simplement des fois en train, hop, on y est, mais non, on n'y est pas. Oui. Et il y a des petites réminiscences avec le giallo italien aussi. Alors je ne sais pas s'il a vu des gialli, comme on dit, mais il y a des petites réminiscences. Et ces films étaient souvent, effectivement, avec des scénarios 10 fois plus invraisemblables que celui-là. Voilà, des fois au niveau de la cohérence, incohérent, on est un peu quand même, même quand on... Même si c'était réussi, Argento par exemple. Bien sûr, mais je veux dire, les giallo italiens, c'était de la série B. Enfin, je veux dire, déjà, à l'avance, on savait déjà ce qu'on allait voir. Là, on a quand même un producteur qui a produit Terminator 2, qui a produit tout un tas de films qui sont vraiment du très très lourd. Donc, on n'est pas au niveau de la production, on n'est pas dans la série B. Le film a gardé cette image de série B qui, pour moi, comme je l'ai dit, est due au fait que des fois, avec la vraisemblance, avec les incohérences, on frôle. On frise. On frise. Je voudrais juste encore dire un mot sur la musique, si je peux. Oui. Donc, Jerry Goldsmith, compositeur culte, qui est décédé, je crois, en 2005 ou 2006, qui avait composé notamment la musique du premier Alien, de Ridley Scott, entre autres, beaucoup d'autres partitions. La musique est très très réussie. Elle entraîne le spectateur dans une ambiance assez malsaine d'ailleurs. Et ça, c'est quand même très 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 intéressant. Les poursuites en voiture, par exemple, la musique, c'est pas ces musiques qu'on a, c'est une musique vraiment d'accompagnement. C'est une musique hitchcockienne. Voilà, hitchcockienne, ça aurait pu être du Dimitri Tiomkin ou du Bernard Herrmann. Absolument. Exactement, et tout de suite, très rapidement, on est dans un thème musical qui reste collé. C'est quelque chose vraiment qui marque le spectateur, c'est quelque chose qui accompagne le film, et ça a vraiment une importance, ça donne vraiment un poids aux scènes qui est vraiment, effectivement, très pertinent. Donc c'est vraiment un film intéressant. Je dirais un tout dernier mot, ne regardez pas Basic Instinct numéro 2. C'est un échec total. Michael Douglas a eu l'intelligence de ne pas accepter, Sharon Stone a accepté. C'est un échec total, ça n'a pratiquement aucun intérêt. Bon, et bien sur ces mots, on va conclure. Oui. Donc on vous souhaite vraiment de revoir et revoir et encore revoir Basic Instinct. C'est un film qui ne vieillira jamais. C'est un film jouissif. Merci, à bientôt.